Les gens pensent que les enfants sont perdus dans leur monde, entre dessins animés, jouets, bonbons, mais ce n'est pas le cas. Ils voient, absorbent, comprennent plus qu'on ne le croit. Je l'ai appris à mes dépens. C'était un jeudi soir. Je suis rentré du travail, j'ai desserré ma cravate, comme d'habitude. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du bourdonnement sourd de l'écran du téléphone de Margaret. Elle était sur le canapé, le visage illuminé par cette lueur bleue, les doigts dansant. Pas un regard, pas un bonjour, juste le silence. Je suis entré dans la cuisine pour vérifier le dîner. C'est là que j'ai entendu un léger bruit de pas derrière moi. « Papa » a dit Austin en tirant sur ma chemise. « Dis donc, mon pote, quoi de neuf ?» Il a hésité, se mordant la lèvre. Il paraissait avoir plus de 7 ans à cet instant. « Maman a-t-elle cessé de t'aimer ?» Je me suis retourné, les sourcils froncés. « Qu'est-ce qui te fait dire ça, Austin ?» Il a baissé les yeux vers ses pieds, puis les a relevés vers moi, d'une voix faible mais assurée. « Elle ne t'embrasse plus. Elle ne te serre plus dans ses bras quand tu rentres. Elle ne quitte jamais son téléphone des yeux. Même quand tu lui dis bonjour. » Je ne savais pas quoi dire. Je me suis agenouillé. De la métamite dans les yeux. C'est un truc d'adulte, mon gars. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Mais il n'avait pas fini. Je pense que c'est parce qu'elle a un autre homme à aimer. Ça m'a fait l'effet d'une claque. J'ai essayé de garder une expression calme, posée. Pourquoi penser une chose pareille? Austin a haussé les épaules, mais il n'avait pas l'air incertain. Elle sourit toujours à son téléphone. Elle le cache quand tu t'approches. Je l'ai entendu chuchoter sur le balcon hier soir. Peut-être qu'elle a l'intention de nous quitter tous les deux et d'aller vivre avec lui. J'ai forcé un sourire. Bon, si ça arrive, toi et moi allons bien nous amuser ensemble. Rien que tous les deux. Qu'est-ce que tu en dis? Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Comme de la malbouffe tous les jours? J'ai ri. Peut-être pas tous les jours. Il a gloussé et s'est enfui, rêvant probablement de chips, de soda et de films de fin de soirée. Mais je suis resté là longtemps après son départ. Il y a 3 mois, j'ai découvert la vérité. Margaret avait une liaison avec un combattant de MMA prometteur nommé Salvador Ferré. Margaret, dans son esprit, menait une vie parfaite. Une belle maison de banlieue, un bel enfant qu'il adorait, un mari riche qui travaillait de longues heures sans jamais poser trop de questions. Et, plus excitant encore, un amant secret qui la faisait se sentir vivante comme Arthur ne l'avait pas fait depuis des années. Elle ne voyait pas ça comme une trahison. Pas vraiment. Elle voyait ça comme un équilibre. Je suis toujours une bonne épouse, se dit-elle un jour en se mettant du rouge à lèvres dans le rétroviseur de sa voiture garée à 2 rues de l'appartement de Salvador. Je cuisine, je fais le ménage, je fais tourner la maison. Je couche avec mon mari quand j'en ai envie. Je lui offre une belle maison et un enfant. Je le mérite. Salvador Ferré était un fantasme enveloppé de tatouages et de testostérone. Il ne demandait pas grand-chose, juste son corps, quelques heures par semaine, et de temps en temps des photos et des vidéos d'eux en train de faire l'amour pour maintenir son intérêt. Dans l'esprit de Margaret, sa relation avec Salvador n'avait jamais été une question d'amour. C'était une transaction, un simple arrangement. C'était un athlète, un corps magnifique, une sexualité débridée. Il la faisait se sentir bien, puissante, désirée. C'était la monnaie d'échange. En retour, elle lui offrait son temps, son corps, sa présence, un fantasme à assouvir. Mais pour elle, c'était toujours un plaisir contrôlé, comme voler des chocolats en cachette après avoir couché l'enfant. Un plaisir coupable, mais jamais une menace. Elle avait fixé des limites, du moins dans sa tête. Je ne suis pas une femme désespérée, se disait-elle. Je ne quitte pas mon mari. Je ne détruis pas ma famille. Je me réapproprie juste une part de moi-même. Salvador s'en fichait. Il voulait juste coucher avec une femme mariée. Voler un homme marié lui procurait un sentiment de puissance. Une victoire à ses yeux. Être l'homme alpha en prenant la femelle d'un autre homme. Elle se disait qu'elle pouvait arrêter à tout moment. Si Salvador devenait collant, elle le couperait. S'il commençait à envoyer trop de textos, elle le bloquerait. S'il avait l'impression que c'était plus que ça, elle le lui rappellerait fermement. De toute évidence, elle croyait détenir le pouvoir. Elle allait et venait à ses conditions. Quand je suis avec lui,
murmura-t-elle un jour à son reflet en se coiffant dans la salle de bain. Je ne suis pas une mère. Je ne suis pas une épouse. Je suis juste moi. C'est tout. Dans ses projets, il n'y avait pas de place pour le drame ou les conséquences. Salvador était un homme qu'elle avait choisi pour le plaisir, pas pour la permanence. Une phase, des vacances secrètes dans sa vie. Elle n'avait jamais cru que cela lui coûterait quoi que ce soit, car dans l'esprit de Margaret, elle pouvait y mettre fin quand elle le voulait. Quant à Arthur, elle croyait qu'il ne le découvrirait jamais. Il était trop occupé, trop confiant, trop à l'aise dans leur rythme. Et même si c'était le cas, eh bien, elle avait un plan pour ça aussi. Si jamais tu songes à partir, elle s'était entraînée mentalement, imaginant la confrontation. Rappelle-toi juste qui va prendre Austin. Veux-tu le voir un week-end sur 2? Veux-tu rater les anniversaires et les pièces de théâtre? Parce que c'est à ça que ressemble un divorce. Elle était convaincue qu'il ne prendrait pas ce risque, pas Arthur. Il aimait trop leur fils. Il céderait, accepterait une thérapie, peut-être, ou ferait simplement comme si de rien n'était. Margaret avait déjà décidé. Elle ferait semblant d'être pleine de remords, pleurerait si nécessaire, dirait des choses comme « j'étais perdue. Je me sentais invisible. J'avais besoin de ressentir quelque chose. » Et puis, une fois qu'il aurait cédé, une fois qu'elle aurait su qu'il resterait, elle tirerait lentement les ficelles jusqu'à ce que tout soit exactement comme elle le souhaitait. C'était un plan clair, indolore pour elle du moins. Ce qu'elle n'avait jamais envisagé. Ce qu'elle n'avait jamais imaginé était le pire scénario. Et si Arthur ne jouait pas le jeu? Et s'il ne la suppliait pas, ne voulait même pas la garder? Cette théorie allait être mise à l'épreuve. Ce soir-là, juste après le dîner, Austin était assis par terre près du canapé, jouant sans enthousiasme avec ses figurines. Ses petits sourcils étaient froncés, son regard trop pensif pour un enfant de 7 ans. Margaret, assise, consultait son téléphone, une jambe repliée sous l'autre, distraite et inconsciente, jusqu'à ce qu'Austin prenne la parole. « Maman, dit-il en levant les yeux vers elle. Pourquoi n'aimes-tu plus papa? » Margaret cligna des yeux, prise au dépourvu. De quoi parles-tu? Il est tellement bouleversé. Je ne t'ai pas vu l'embrasser depuis 4 mois. Avant, tu le serrais dans tes bras tous les jours. Maintenant, tu ne le regardes même plus. Margaret se raidit. Austin, dit-elle rapidement, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Ce sont des choses dont parlent les adultes, pas les enfants. Va jouer avec tes jouets, mon cœur. Austin hésita, une lueur de douleur dans les yeux. Puis il se leva doucement et s'éloigna, son jouet serré dans la main. Ce que Margaret ignorait, c'est qu'Arthur se tenait juste au coin de la rue, adossé au mur du couloir. Il avait tout entendu. Il ne dit rien. Il ne soupira pas et ne secoua pas la tête. Il se tourna simplement et se dirigea vers son bureau. Les yeux de Margaret le suivirent. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de se déplacer. Aucune hésitation, aucun regard en arrière, aucune épaule affaissée, et pour la première fois, quelque chose en Margaret suscita la peur. Était-elle en train de perdre le contrôle? Arthur en était-il conscient? Elle se leva et le suivit dans le couloir, le cœur battant doucement. Elle s'arrêta devant la porte du bureau et s'appuya contre le cadre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé de film, dit-elle d'un ton léger, essayant d'avoir l'air chaleureux. Regardons quelque chose ce soir. Arthur leva les yeux vers elle. Son visage était indéchiffrable. Calme. Trop calme. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se leva de sa chaise, attrapa son blouson de motard sur le porte-manteau, attrapa ses clés et passa devant elle. Pas un mot, pas un geste, pas de colère, juste le silence. Margaret resta figée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement comme pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Il s'était toujours arrêté, toujours engagé, toujours dit quelque chose, mais pas ce soir. Elle attendit, ne sachant que ressentir, jusqu'à ce que cette incertitude se transforme en une panique silencieuse. 2 heures passèrent. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit enfin, elle se précipita dans le couloir. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix tendue. « J'étais inquiète. » Arthur referma la porte derrière lui et posa ses clés sur la console. « Je fais un tour tous les jours depuis 2 mois, dit-il calmement en la regardant dans les yeux. « Tu ne sais pas ça ?» La bouche de Margaret s'ouvrit légèrement,
mais aucun mot ne sortit. Pendant un instant, elle resta plantée là. Elle n'avait pas honte de ne pas savoir. Elle avait honte parce qu'il lui avait fait remarquer qu'elle ignorait son mari. Mais Margaret n'était pas prête à rester. Silence. La douleur d'être interpellée la brûlait trop. Alors, elle fit ce qu'elle avait toujours fait quand elle était coincée. Elle passa à l'offensive. « Tu ne me laisses pas de temps, Arthur » s'exclama-t-elle, les bras croisés contre sa poitrine. « Tu as été distant. Tu m'as négligé, et me voilà à essayer d'arranger les choses entre nous. » Arthur s'arrêta net. Lentement, il se tourna vers elle, l'expression indéchiffrable, mais son regard, lui, était perçant, froid, clair. « Te négliger » répéta-t-il d'une voix basse mais ferme. Comme le 25 mars, quand je t'ai demandé si tu voulais aller dîner au restaurant, et que tu as répondu que tu étais trop fatigué. Margaret tressaillit mais ne dit rien. Ou le 2 avril, quand j'ai prévu un week-end, réservé l'appartement, même organisé l'hébergement d'Austin chez ma sœur, et que tu as dit que tu étais trop occupé. Cela paraît absurde pour une femme qui est à son foyer et qui, soudain, dit qu'elle est trop occupée. C'est un peu bizarre, non, Marge ? Sa bouche s'ouvrit légèrement, cherchant une défense. Arthur fit un pas en avant. Ou peut-être la fois où je t'ai acheté cette nouvelle lingerie Victoria's Secret, celle que tu portais, mais que je n'ai jamais vue. Tu as repoussé mes avances, Marge, à maintes reprises. Devrais-je répéter les incidents ? Le silence qui suivit fut épais, suffocant. Margaret baissa les yeux au sol. Les mots lui manquèrent. Arthur se pencha juste assez pour que sa voix la brise. Tu restes là à m'accuser de ne pas t'écouter. Son ton était mesuré, mais empreint de quelque chose de plus grave. Finalité. Attention où tu mets les pieds, marche. Sois très prudente. Tu marches sur un fil. Puis il se retourna et s'éloigna, laissant Margaret seule dans le couloir, seule, le silence et le poids lent et insidieux du regret. Le soir même, Arthur entra dans son bureau, ferma doucement les portes derrière lui et le verrouilla. La pièce, faiblement éclairée et bordée d'étagères, était devenue son refuge ces derniers mois, un endroit où il pouvait réfléchir sans le poids de la présence de Margaret. Il s'assit à son bureau, alluma son ordinateur portable et ouvrit le dossier qu'il avait nommé innocemment « Reçu ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des messages, des photos, toutes les traces numériques de la liaison de sa femme avec Salvador Ferré. Il parcourut les derniers textos qu'ils avaient échangés. Aguicheur, audacieux et totalement effronté. Margaret, ce week-end, même endroit. Salvador, Highway, chambre 206. J'ai hâte de te voir, Margaret. Pareil pour moi. J'apporte le rouge cette fois. Un clin d'œil. La mâchoire d'Arthur se serra. Il fixa l'écran un instant de plus, puis prit calmement son téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré des semaines auparavant. Il se retrouve ce week-end sur l'autoroute, dit-il d'un ton neutre. La voix à l'autre bout du fil répondit sans hésitation. Ce sera fait. Arthur raccrocha et s'assit, le regard vide, l'esprit vif. Le lendemain matin, Margaret réessaya. Elle attendit qu'il soit seul dans la cuisine à préparer du café, puis glissa ses bras autour de sa taille par derrière. « S'il te plaît » murmura-t-elle en posant son menton sur son épaule. « Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. Je t'aime. » Arthur ne bougea pas. Il la laissa le tenir un instant, puis retira doucement ses bras et se tourna vers elle. « Je n'ai rien fait, » dit-il d'un ton neutre. « Je suis toujours le même homme. Il est peut-être temps que tu te regardes dans le miroir et que tu te demandes qui a changé. » L'expression de Margaret changea. Elle redressa les épaules, une flamme familière s'allumant dans ses yeux. Elle n'en avait pas fini. « Écoute, si tu ne veux pas arranger ça avec moi, si tu continues à agir comme ça, alors je le ferai. » Arthur l'interrompit sèchement. « Tu vas quoi ?» Elle hésita. « Je ne coucherai pas avec toi, » dit-elle finalement, cherchant un moyen de pression. Arthur laissa échapper un rire sec. « Te souviens-tu seulement de la dernière fois que nous avons couché ensemble ?» Margaret ouvrit la bouche, puis marqua une pause. Le souvenir la frappa comme une secousse. Cela faisait 5 mois, 5 longs mois, qu'elle avait commencé à coucher régulièrement avec Salvador et qu'elle avait coupé les ponts avec Arthur sans même s'en rendre compte. Arthur se lava le visage et demanda, « As-tu d'autres armes, Margaret ?» Elle rougit de gêne et de frustration. « Je vais divorcer » interrompit à nouveau Arthur, calme mais froid.
Me prendre mon enfant? Sa voix trembla. Je n'ai jamais rien dit sur le divorce. Je ne ferai jamais ça. Je t'aime. Je ne te prendrai jamais, Austin. Arthur se pencha, sa voix maintenant basse et dangereuse. As-tu déjà pensé que je pourrais te faire ça? Divorcer. Te jeter à la rue sans rien. Emmener Austin avec moi. Margaret eut le souffle coupé. Son esprit cherchait désespérément un point d'appui, un contrôle, mais il n'y en avait aucun. Le sol sous ses pieds avait bougé. Son scénario soigneusement élaboré se décomposait rapidement. Elle était à court de mots, et elle n'avait pas prévu cela. Ce week-end-là, Margaret mit son plan à exécution, s'éclipsant pour rejoindre Salvador sur l'autoroute, chambre 206, comme le disait le texto. Elle entra, souriante, inconsciente des regards silencieux qui l'observaient d'en haut. Chaque mouvement, chaque murmure, chaque acte intime était enregistré. Arthur y avait veillé. Caméra cachée, micro discret, tout était filmé, tout enregistré. Lorsque Margaret rentra chez elle plus tard dans la soirée, le visage rayonnant du mensonge qu'elle s'était menti, les images avaient déjà été transmises en toute sécurité directement à l'avocat d'Arthur, Ron Jeremy. Ce soir-là, Arthur était assis en face de Ron dans son bureau du centre-ville. La pièce était calme et froide, faiblement éclairée par le doux bourdonnement d'un climatiseur au-dessus de leur tête. Le poids de tout pesait entre eux. Ron éteignit l'écran après avoir visionné quelques minutes de la vidéo, se renversa dans son fauteuil et croisa les mains. « Que veux-tu, Arthur » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. « J'ai assez de preuves pour l'enterrer 2 fois. Ce pourrait être la demande de divorce la plus impeccable que j'ai jamais vue. » Arthur resta immobile, les mains jointes, les yeux noirs de fatigue et de feu. « 6 mois, dit-il lentement, la voix tendue par l'émotion. Elle m'a trompé pendant 6 mois. Elle m'a menti. Elle a menti à mon fils. Sais-tu ce que ça fait d'entendre son enfant demander pourquoi sa mère n'aime plus son père? Ron ne répondit pas. Il savait qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Je veux qu'elle souffre. Arthur continua. Tu vas me donner le divorce. Bien sûr, le tribunal m'accordera la garde. Peut-être la mettra-t-il à la porte. Peut-être même la fera-t-elle payer. Mais qu'en est-il des dégâts? De l'humiliation? De la trahison? Il se pencha en avant, les yeux plissés. Mon fils, il est bouleversé. Il est blessé. Comment le tribunal va-t-il arranger ça? L'humilier? La briser? Demanda Ron d'un ton neutre, les doigts tapotant le bord de la table. Elle ne repartira pas indemne après ça. Arthur resta assis en silence pendant 5 longues minutes, fixant le bois sombre du bureau, perdu dans ses pensées. Puis, lentement, un sourire apparut sur son visage. J'ai une idée, dit-il enfin. Ron se pencha en avant, écoutant attentivement Arthur exposer son plan. Chaque détail était méthodique, précis. Ron ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il hocha simplement la tête tandis qu'Arthur parlait. Le hochement de tête discret d'un homme qui savait exactement à quoi ressemblait le pouvoir lorsqu'il décidait de se manifester. Ce soir-là, Arthur rentra chez lui. Dès qu'il franchit la porte, Austin accourut. « Papa, on regarde un film ce soir ?» demanda-t-il avec un sourire plein d'espoir. Arthur se pencha et ébouriffa les cheveux de son fils. « Pas ce soir, mon pote, dit-il. Je dois m'absenter quelques jours. Pour le boulot. » Il le dit juste assez fort. De l'autre côté du couloir, Margaret, faisant semblant de consulter son téléphone, entendit chaque mot. Arthur vit l'étincelle d'attention dans ses yeux. La petite lueur d'opportunité qu'elle croyait lui avoir offerte, exactement comme prévu. Le lendemain matin, Arthur partit comme il l'avait promis. Il prépara un sac, serra Austin dans ses bras, l'embrassa sur la tête et sortit. Margaret ne perdit pas de temps. Dès qu'elle déposa Austin à l'école, elle rentra chez elle et prit son téléphone. Margaret, il est parti. Viens. Ça ne prit pas longtemps. Salvador arriva, décontracté et confiant, et elle le laissa entrer avec un sourire. Elle l'emmena directement dans la chambre principale, dans le lit d'Arthur et elle. Elle rit, l'embrassa comme si c'était normal, comme si c'était son droit. Ce qu'elle ignorait, c'est que la maison était sur écoute. Chaque mot, chaque son, chaque image enregistrée. Plus tard dans la journée, Austin rentra. Margaret joua à nouveau le rôle de la mère aimante,
masquant la présence de l'homme caché dans la chambre. Elle s'assura que Salvador reste silencieux, s'assura qu'il ne sorte pas, éloigna Austin du couloir. À la tombée de la nuit, elle borda son fils, l'embrassa sur le front et murmura « Fais de beaux rêves, mon chéri ». Puis elle retourna dans la chambre. De retour auprès de Salvador, ignorant complètement qu'Arthur était déjà de retour. Il n'était pas revenu seul. Sa voiture s'engagea dans l'allée juste au moment où les lampadaires s'allumaient. Il était accompagné de 4 personnes, sa mère, son père et les parents de Margaret. Tous affichaient une expression inquiète, ne sachant pas exactement où ils mettaient les pieds. Arthur ne leur avait pas dit grand-chose, juste que c'était important, qu'ils devaient voir quelque chose par eux-mêmes, et il insista pour qu'ils l'accompagnent. Ils arrivèrent à 21h précises. Arthur se gara discrètement dans l'allée, la lumière du porche projetant de longues ombres lorsqu'il sortit. Ses parents les suivirent sans un mot, l'air confus. Les parents de Margaret échangèrent un regard, mais ne dirent rien. Le silence pesant d'Arthur pendant le trajet avait dissipé toute question. « S'il vous plaît, » dit Arthur d'une voix calme. « Suivez-moi à l'intérieur et ne dites rien. J'ai besoin que vous voyiez quelque chose. » Ils hochèrent la tête, incertains mais confiants. La maison était faiblement éclairée, silencieuse, presque trop silencieuse. Arthur les conduisit à travers le salon et dans le couloir, leur faisant signe de rester là. Juste au bon moment, un éclair de lumière rouge et bleue traversa la fenêtre tandis qu'une voiture de police remontait l'allée. 2 policiers en sortirent. Arthur les accueillit à la porte, à voix basse. « Il y a un homme dans ma chambre, » dit-il d'une voix calme. « Je m'inquiète pour la sécurité de ma femme. » Elle n'avait pas dit qu'il y aurait quelqu'un, et mon fils dort au bout du couloir. Les policiers échangèrent un bref regard. « Vous êtes le propriétaire ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » répondit Arthur en lui tendant sa carte d'identité. « Mon nom est surtout. » Les chambres sont au bout du couloir. La tension était montée. La mère d'Arthur porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés par la prise de conscience. Le père de Margaret fit un pas en avant. « Arthur, que dis-tu » demanda-t-il à voix basse. « Je ne dis rien, » dit Arthur. « Tu verras par toi-même. » Les policiers avancèrent rapidement, sans plus hésiter. Ils traversèrent le couloir et atteignirent la porte de la chambre. Ils reculèrent et, d'un coup coordonné, défoncèrent la porte. La scène se figea. Margaret était sur Salvador, nus et enchevêtrés dans les draps, leur corps figé dans un mouvement incessant, leurs visages illuminés par la stupeur et l'horreur. L'instant bouleversa tout. En quelques secondes, le couloir silencieux se remplit. Arthur, ses parents et ceux de Margaret se tenaient sur le seuil, le regard rivé sur eux, sous le choc. Tous les regards étaient rivés sur Margaret et son amant. Margaret poussa un cri perçant et se précipita pour se couvrir des draps, la panique se lisant au visage. Salvador, pris au dépourvu et totalement exposé, se tenait au centre de la pièce comme un animal pris au piège, essoufflé, les muscles tendus. Les officiers, les mains au-dessus de leurs armes, restaient fermes. « Reculez. Gardez les mains visibles », ordonna l'un d'eux. Mais Salvador n'avait pas les idées claires. Son orgueil gonflait, son ego s'enflammait. Il commit l'erreur fatale de supposer que sa taille, sa réputation, sa présence ferait reculer ces hommes en uniforme. « Bande de petits voyous, vous croyez pouvoir faire irruption ici comme ça » grogna Salvador, les yeux pétillants. « Si vous me touchez, je vous briserai tous les os. »« Monsieur, descendez maintenant » aboya l'officier, les mains fermement sur son arme de poing. « Vous ne ferez rien. » Salvador chargea. 5 coups de feu retentirent en succession rapide. Salvador s'effondra, le sang se répandant rapidement sur le sol. Margaret poussa un cri perçant, tombant à genoux, les larmes aux yeux. Non. Oh mon Dieu, non. Son père, Scott, se détourna, horrifié. Sans un mot, il quitta la pièce, bousculant tout le monde dans le couloir. La mère de Margaret, pâle et tremblante, le suivait de près. Les parents d'Arthur, tout aussi stupéfaits, passèrent du carnage à leur fils. Sa mère lui serra brièvement le bras avant de sortir avec son père. Avant que James, le père d'Arthur, ne sorte, il se tourna vers Scott et dit doucement, « Viens avec moi dans le bureau. » Scott ne dit rien. Il hocha simplement la tête et le suivit. Les gyrophares de l'ambulance balayèrent les murs tandis que les ambulanciers entraient dans la maison et soulevaient le corps de Salvador. Son corps immobile était étendu sur une civière.
Margaret était assise par terre dans le couloir, sanglotant encore, se balançant légèrement, emmitouflée dans le drap qu'elle avait traîné avec elle. Arthur se tenait au bord du salon, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était calme, posée. Ron, il est mort. Ils lui ont tiré dessus. À l'autre bout du fil, Ron ne s'arrêta pas parfait. Les caméras de police ont tout filmé. Tout est recevable. Même si nos images sont rejetées, celles de la caméra sont légitimes. Tandis que les conversations s'élevaient à voix basse dans toute la maison, Margaret était assise seule sur le canapé du salon, emmitouflée dans une fine couverture. Ses mains tremblaient légèrement en serrant le tissu plus fort. Personne ne la regardait dans les yeux. Chaque tentative de parole était accueillie par un silence glacial ou une main levée lui demandant d'arrêter. Sa mère, Elisa, les yeux emplis de déception, dit doucement, « Ça suffit, Margaret. Assieds-toi, tout simplement. » Les mots blessaient plus qu'une gifle. Margaret resta assise en silence, repoussée aux marges de sa propre vie, observant la famille, sa famille, s'agiter autour d'elle avec une détermination sinistre. On ne lui posait pas de questions. Personne ne se souciait d'entendre ses justifications, sa douleur, ou sa version des faits. Elle n'était plus au centre de rien. Et cette prise de conscience la frappa plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Derrière les portes closes du bureau, Arthur, James, Scott et le reste de la famille étaient réunis. La porte resta fermée pendant plus d'une demi-heure. Puis, sans prévenir, James sortit, traversa le couloir et frappa doucement à la porte d'Austin. Quelques instants plus tard, le garçon sortit, tenant la main de son grand-père, incertain, et le suivit dans le bureau. Le cœur de Margaret se serra. Elle voulait parler, se lever, appeler, mais elle savait que ce serait inutile. Elle ne pouvait que regarder, les larmes aux yeux. Ce n'était pas un scénario qu'elle avait jamais imaginé. Pas de la vie. 5 minutes plus tard, la porte du bureau s'ouvrit à nouveau. Tout le monde sortit, silencieux, serein. Elisa ramena doucement Austin dans sa chambre, d'une voix douce, « Vas-y, mon chéri. Je reviens tout de suite. » Puis Scott, son père, se tourna vers Margaret. Sa voix était ferme, sans élever la voix, mais lourde de déception. « Sale, tu as fait honte à moi et à ma famille. » Margaret essaya de parler, de s'expliquer, mais Elisa la gifla violemment. « Ne fais pas ça, Margaret. Ne fais pas ça. » Scott poursuivit, « Tu as brisé quelque chose d'irréparable. On va te remettre les papiers du divorce. Tu vas quitter cette maison. Tu vas quitter cet état. Tu trouveras du travail et tu recommenceras ta vie ailleurs, mais tu n'élèveras pas Austin. » Margaret eut le souffle coupé. Elle se rassit, silencieuse, l'esprit en ébullition. Elle n'avait absolument pas prévu ça, loin de là. Margaret resta figée tandis que la voix d'Elisa brisait le silence. « Sais-tu qui a décidé ça ?» demanda-t-elle d'un ton plus sec. « C'est Austin, ton fils. Il nous a dit que son père devrait divorcer de sa mère parce qu'elle ne l'aime plus. » Les lèvres de Margaret s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Son corps lui semblait creux. Scott intervint de nouveau, sa déception alourdie par quelque chose de plus profond. Du ressentiment. « Tu as déshonoré cette famille. Que as-tu fait ?» Il marqua une pause, la mâchoire serrée. « Ça aurait été plus facile à expliquer si tu étais mort avec cette ordure. Mais tu es toujours là, et maintenant il faut qu'on s'en occupe. » Elle sentit la honte la brûler. Scott termina froidement. « Maintenant, fais tes bagages. Tu partiras ce soir. » Arthur n'avait pas bougé du coin de la pièce. Il resta silencieux, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Mais lorsque Margaret se tourna pour le regarder, désespérée et suppliante, son regard était plus froid qu'elle ne l'avait jamais vu. Ni colère, ni douceur, juste le calme d'un homme qu'il avait déjà endeuillé et qu'il avait dépassé. Elle se retourna sans un mot et se dirigea vers la chambre. Elisa se tint devant elle et dit, « J'aurais vraiment aimé que tu meures dans mon ventre. » Margaret était brisée, dévastée. Sa propre mère aurait souhaité qu'elle ne naisse jamais. Elle la dépassa lentement. Le corps de Margaret était désormais lourd, s'épalant, essayant de ne pas tomber et de s'effondrer. Elle monta les escaliers. Elle traversa la pièce en quelques jours, ouvrant les tiroirs, pliant ce qu'elle pouvait d'une main tremblante. Son souffle s'arrêta en voyant une photo encadrée sur la commode. Elle, Arthur et Austin à la maison du lac,
une époque qui lui semblait désormais incroyablement lointaine. Elle s'assit au bord du lit, le serrant fort. En bas, des voix murmurèrent doucement dans le bureau. Personne ne l'avait suivi. Puis, un bruit sec. L'air se brisa à l'étage. Un bruit sourd, puis un bruit sourd. Tout le monde en bas se figea. Arthur fut le premier à monter les marches, ses bottes heurtant lourdement les marches en bois. La porte de leur chambre tremblait légèrement. Et avant même de l'ouvrir, il sentit le froid dans l'air, celui qui ne vient pas de la température, mais du changement de réalité lui-même. À l'intérieur, Margaret était effondrée au sol, immobile. Un petit pistolet reposait près de sa main. Le sang se répandait lentement sous elle comme une tache d'encre sur du papier. Arthur se figea une seconde. Puis Scott le suivit de près. Sa mère haleta, les mains portées à sa bouche, tandis qu'Elisa laissait échapper un sanglot étouffé. La mère d'Arthur sortit rapidement son téléphone et composa un numéro. Il faut une ambulance tout de suite. Elle ne bouge pas, il y a du sang. Lorsque les médecins arrivèrent quelques minutes plus tard, ils travaillèrent rapidement et avec professionnalisme, mais le verdict était inévitable. Je suis désolé, dit l'un d'eux d'une voix douce. Elle est partie. Personne ne dit un mot. La pièce était devenue une chambre d'écho silencieuse, emplie d'incrédulité et de chagrin. Dans toute sa planification, Margaret n'avait jamais vraiment envisagé cette fin. Elle avait orchestré la tromperie, bâti sa liaison sur l'illusion du contrôle, s'était convaincue qu'elle pouvait plier l'issue à sa volonté. Mais lorsque tout s'effondra, lorsque le jugement tomba, non pas devant les tribunaux, mais du regard de sa famille, de son enfant, elle se retrouva sans scénario. Jamais Margaret n'aurait imaginé cela. Mais elle exécuta ce qu'elle n'avait jamais prévu. Dans les mois qui suivirent, Arthur et Austin emménagèrent dans une nouvelle maison en périphérie de la ville. Un endroit calme avec un grand jardin, de grands arbres et un espace propice à la paix. Les parents de Margaret, Scott et Elisa, décidèrent d'emménager avec eux. Ce ne fut pas une décision prise à la légère, mais une décision prise par amour, surtout pour Austin, qui était devenu la pièce maîtresse de la guérison de chacun. Ils voulaient être là pour leur petit-fils, lui offrir de la stabilité, là où régnait autrefois le silence et le chagrin. Les parents d'Arthur, James et Lillian, avaient également emménagé dans une maison à seulement 3 pâtés de maison, suffisamment proche pour qu'on puisse y passer n'importe quel soir, mais avec suffisamment d'espace pour permettre à Arthur et Austin de construire leur nouvelle vie. Austin était désormais entouré de ses 2 grands-parents, qui le traitaient avec une affection que seul le temps et la perte peuvent aviver. Le garçon, qui autrefois observait silencieusement les fissures de sa maison, riait maintenant librement, l'esprit plus léger de semaine en semaine. Un samedi matin ensoleillé, un SUV noir s'est garé dans leur allée. Scott et James en sont sortis, souriant. « Viens, champion !» ont crié Scott. Austin accourut dehors en chaussettes, suivi d'Arthur, qui s'essuyait les mains sur un torchon. Un bruit est venu de l'arrière du SUV. 2 aboiements aigus. « Surprise !» a annoncé James en ouvrant le haillon. 2 chiots bergers allemands, bondissant et se tortillant d'excitation, ont fixé Austin avec des yeux curieux et brillants. L'un avait une rougeur. L'un portait un collier, l'autre un collier bleu. « Tu as dit que tu aimais les Transformers, n'est-ce pas ?» demanda Elisa en contournant la voiture avec un sourire fier. Les yeux d'Austin s'illuminèrent. « Optimus et Megatron. » Il cria. Arthur rit doucement, posant une main sur l'épaule de son fils tandis qu'Austin se laissait tomber par terre, laissant les chiots grimper sur ses genoux. « C'est le plus beau jour de ma vie », rayonna Austin. Arthur leva les yeux vers les 2 grands-parents. « Merci », dit-il simplement, « à bientôt. » À l'intérieur de la maison, le calme était revenu. Cal, Arthur avait repeint l'ancien bureau de Margaret en salle de lecture. Il ne l'avait pas effacé de leur vie. Il avait juste laissé plus d'espace à l'avenir. Mais à l'extérieur de cette maison paisible, des questions subsistaient. La police locale n'avait pas classé le dossier de Margaret. Le suicide avait été confirmé, mais un détail continuait de faire tiquer. Comment Margaret avait-elle eu accès au pistolet de sa mère? Elisa prétendait le garder sur elle pour sa propre sécurité. L'enquête restait ouverte, discrète, mais active. Parce que même si le chagrin avait joué son rôle, les policiers n'étaient pas prêts à ignorer ce qui semblait, du moins pour certains, comme un élément manquant de l'histoire. Comment Margaret avait-elle pu mettre la main sur le pistolet de sa mère restait une question. Chaque fois que les policiers venaient interroger Elisa, Ron Jeremy était là, discrètement, veillant à ce que rien ne lui échappe.
Les interrogatoires ressemblaient à une bataille, les questions tournant en rond sans jamais aboutir. Les jours passaient sans réponse. Finalement, un après-midi, Elisa arriva chez Arthur. Le poids du silence était plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter. « J'ai quelque chose à te dire », dit-elle doucement, les yeux baissés. Arthur leva les yeux de ses papiers, calme mais attentif. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elisa prit une grande inspiration. Je lui ai donné ce pistolet alors qu'elle montait. Le visage d'Arthur ne changea pas, mais une tempête grondait intérieurement. Au bout d'un moment, il parla doucement. « Je sais que je t'ai vu lui tendre ce pistolet. Je ne te déteste pas pour ça, Elisa, mais c'est quelque chose que tu devras emporter dans la tombe. Personne d'autre ne devrait jamais savoir. Nous avons une famille à protéger. » Elisa hocha la tête, les larmes aux yeux. « Promis. »